Je viens de parler avec les gens qui étaent sur le bateau là. En fait, ils ramassent les déchets ici pour Santa Elena et Flores. Donc ils ont un petit secteur, ils m'expliquaient. Ils m'ont montré ce qu'ils accumulent et donc il y a un camion de poubelle qui passe 2 fois par semaine pour récupérer. Donc en fait on est arrivé, le camion de poubelle venait sans doute de passer. Et hier ils ont fait l'autre côté de l'île. Donc ils ont laissé leurs déchets là, aujourd'hui ils font ce côté-ci. C'est juste impressionnant. Alors je disais à Anaïs que je trouvais l'endroit plus propre que quand on était venu il y a 12 ans. Donc oui, il y a pas mal de mesures qui ont été mises en place, mais ce qui est effrayant, c'est de voir la quantité de déchets qu'ils ramassent chaque jour, en sachant qu'ils font ça 6 jours sur 7. Nous sommes sur la route depuis 2 ans. Nous avons parcouru l'Europe et l'Asie avec nos 3 enfants. Maintenant, nous les emmenons à la découverte du continent américain. Nous, c'est les Waffles, et ça, c'est nos aventures. On se prépare à partir, on va dire au revoir aux Argentins, puis on va se mettre en route. Direction le sud de Sayakche. Donc Sayakche, on a un ferry à prendre, ça va déjà être toute une aventure. Et puis je ne sais pas, c'est un petit village qu'Agnès a trouvé un petit point par Fortnite. On a quitté Flores, voilà, sur la route vers Sayakche. Mais alors, donc au départ ça allait, on avait une belle route toute refaite. Oui, on a croisé les camions en plein travaux. Et là, on est dans les travaux pas encore faits. En fait. On est sur une route en gravier. Si c'était que ça, on aimait bien les routes en gravier de la Suède. Mais ici, c'est des routes en gravier avec déjà des trous. Je sais pas trop s'ils vont faire un béton là-dessus, mais en tout cas, il y a déjà des trous. Bref, Nico adore, les enfants aussi. Alors, ils sont punis de tablette, donc ils jouent avec les Lego. Et en fait, c'est une mission impossible de jouer avec les Lego. Tellement ça tremble, les Lego tombent. Donc ils sont assez frustrés en fait. Donc, voilà. Et moi je ne sais faire rien d'autre que de regarder la route avec Nico. Tout ça pour tourner là. Donc voilà à Sayakche, on va rentrer sur le ferry pour passer ce bord de rivière. On l'avait fait il y a 12 ans avec Nico à pied. Et donc cette fois-ci, on y rentre avec Jeff. Attends. Attention, tu passes pas. On a trop du bol, on est arrivé, en fait on était le dernier véhicule pour embarquer dessus, donc on n'a vraiment pas dû attendre. Le voyage coûte 15 quetzals, ça fait un peu moins de 2 €. Ça va quoi. Et du coup on va très vite traverser et pouvoir continuer notre route parce qu'il nous reste, je regarde sur le téléphone, 33 km. Gracias. On est sorti du pont et en fait on rentre directement dans la ville, un petit village bien typique. Mais par contre il y a de la circulation, on a les files derrière des véhicules qui étaient sur le bateau avec nous. Et on passe dans des rues, on est sur le contournement, mais malgré tout c'est quand même assez étroit. On est arrivé au bord du lac de Las Posas au Guatemala. Quelle route! C'était vraiment fatigant. Hein. C'est Nico qui conduit, c'est jamais moi. Je ne veux pas me laisser le volant. Je suis une pauvre femme altérisée. Alors sincèrement, on se prend un... Bon, on a un spot super beau, mais je me prends un peu une claque parce que je me plains toujours de la lessive. Mais je tiens à vous dire qu'ici, je vois à tous les endroits possibles, il y a des gens qui sont là en train de laver leur lessive dans le lac, à la main, avec du savon et la force du coude. Moi je trouve que ça impose le respect. Parce que en fait j'ai lu, alors je sais, on verra si ça nous sera confirmé par les gens ici, mais j'ai lu qu'ils avaient de l'eau dans le village que 2 jours par semaine. Et donc ils doivent faire leur lessive dans la rivière et sinon ils n'ont pas d'autres moyens. Petite leçon d'humilité encore une fois dans ce voyage. On est dans le marché de Las Posas. C'est vraiment le petit marché typique de village. Ils n'ont pas tellement l'habitude de nous voir, enfin de voir des blancs, donc c'est assez marrant, on prend beaucoup de commentaires en passant. On est de retour dans les villages moins touristiques et donc du coup, comme je le disais avant, ça change entièrement la donne parce qu'ici tout le monde espère nous parler en anglais avec les 3 mots d'anglais qu'ils connaissent. Ça va être un peu comme ça pour tout le reste, sans doute de l'Amérique centrale, peut-être à l'exception du Costa Rica, où les gens assimilent blanc à américain, donc ils appellent ça gringo.
Anaïs a vu des bébés cochons, du coup elle s'extasie. En plus de retrouver cet endroit donc, où ils n'ont pas l'habitude des touristes et ils nous traitent tous de gringos, on trouve aussi, soyons honnêtes, beaucoup de saleté. J'avais été assez impressionné positivement par la gestion des déchets au Guatemala jusqu'à présent. Et j'avais vu une belle évolution par rapport à notre voyage précédent ici, qui date. Hein. Là, soyons honnêtes, ici, c'est un peu désolant. Il y a des déchets partout. Alors on sait qu'on est personne pour faire la morale et tout, mais c'est un petit peu désolant. Surtout quand on essaye d'éduquer nos enfants dans le respect de la nature. Et on se rend compte aussi que c'est pas de la faute des gens ici qui respectent pas la nature, parce qu'ils sont parfois plus en accord avec nous que nous avec la nature. C'est vraiment un problème d'éducation, de responsabilité. Et on se fait souvent, Anaïs me fait souvent la réflexion d'ailleurs, parce que c'est plus elle qui le fait, que c'est pas tant de la faute des gens, c'est de la faute des producteurs. Faut pas me lancer sur le sujet, hein, parce que sinon je m'arrête pas. Mais si le plastique ne rapportait pas, on arrêterait d'en produire, n'est-ce pas? Mais donc oui, moi je voudrais qu'on arrête de se culpabiliser et de culpabiliser tous ces gens dans les pays qui sont soi-disant moins développés que nous. Quand on est revenu en Belgique au mois de février, je n'ai pas trouvé que c'était vachement plus propre chez nous qu'ailleurs. J'ai quand même vu des monticules de déchets sur le bord de la route, que ce soit sur les autoroutes ou à l'entrée de Bruxelles. Moi ça m'a choqué à l'entrée de Bruxelles. Et comme disait Nico, la seule différence c'est l'éducation. Mais encore là, on vient de voir des enfants qui étaient en train de vider une poubelle pour trier. Alors je ne sais pas ce que ça va être comme tri, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais en attendant, ça arrive petit à petit. Et entre nous, c'est ce que je leur disais. Moi, je leur souhaite d'avoir une éducation bien différente que chez nous, parce que c'est pas encore chez nous qu'on a vraiment trouvé la solution. Premier matin au bord du lac de Las Posas au Guatemala. Hier, en conduisant et en rentrant dans ce village, on s'est arrêté pour manger. Et puis en arrivant jusqu'ici, en fait, j'ai vraiment eu l'impression de passer dans une machine, dans la DeLorean, voilà, et de faire un saut dans le temps. Ce Guatemala-ci, il n'est pas au même siècle que Flores. En tout cas, il n'est pas dans la même époque, peut-être pas au même siècle. On retrouve ici vraiment un mode de vie plus traditionnel. Déjà, les gens parlent un peu maya. Ils parlent pas tous espagnol. On voit les gens venir ici au bord du lac, laver leur linge, se baigner. On retrouve des animaux partout dans la rue, des cochons, des vaches. Il y a vraiment, voilà, c'est un autre Guatemala que ce qu'on a vu dans le nord du côté de Tikal. Évidemment, Tikal était plus touristique et Flores et Santa Ana aussi, donc ça s'explique facilement. Mais voilà, c'est vraiment ce sentiment. Et là, je me baladais, je regardais le bord du lac qui est magnifique. C'est sans doute un de nos plus beaux spots qu'on a fait depuis très longtemps. Enfin, en tout cas, avec une vue pareille, un réveil, un coucher de soleil et un lever de soleil. Enfin voilà, il y a tout qui est combiné qui fait que l'endroit il est magnifique. Et malheureusement, là, je suis au bord du lac et je constate qu'il y a énormément de déchets. À cause des personnes qui viennent laver leur linge. Alors il y a du linge abandonné, mais il y a aussi tous ces petits sachets de détergent qui sont là par terre, qui traînent par terre. C'est assez dommage que les gens qui se nourrissent du lac, vu qu'ils pêchent ici, ils se lavent ici, ils font leur lessive ici, ils en prennent pas plus soin et ça fait un peu mal. Voilà, c'est aussi l'envers du décor des plus beaux spots. C'est dimanche ici à Las Posas. Dimanche c'est jour d'église, c'est jour de marché. Donc le centre du village est super animé, c'est pour ça qu'on voulait venir. Aujourd'hui, il y a tous les vendeurs de vêtements traditionnels ici de Las Posas qui sont là. Il y a à manger, il y a à boire, il y a des fruits, il y a des légumes. C'est le marché. ¿Lo conoce? Ça c'est quoi? Même si la plupart des gens ici ils parlent relativement, ils parlent espagnol, ils parlent castillan. Ils parlent aussi maya et donc parfois c'est un peu compliqué de les comprendre quand ils parlent spontanément parce que on ne sait pas ce qu'ils disent sur nous. Chose marrante, c'est l'autre jour j'entendais des mayas parler entre eux et j'avais l'impression de reconnaître de l'hindi. Le Guatemala, comme beaucoup de pays d'Amérique centrale,
ce sont des pays très religieux. Et donc en fait ici dans cette petite ville de Las Posas, les deux plus beaux bâtiments en fait ce sont les deux églises. Donc là il y a un temple baptiste et de l'autre côté c'est une église je crois adventiste. Voilà, c'est et elles font leur messe les deux en même temps, donc il y en a une plus grosse, une plus petite, mais ce sont les bâtiments les mieux entretenus en fait dans ces petites communautés, parce qu'ici on est quand même dans une communauté, dans un village, c'est rural, c'est pauvre, hein, je l'ai déjà dit avant. Et donc du coup ces grands bâtiments ça dénote très fort du reste du village. On essaie de faire le plein d'eau, donc comme on vous a dit, ici à Las Posas en fait ils n'ont pas de l'eau, souvent même pour le moment ils n'en ont pas du tout parce que il y a un problème avec la centrale à eau, comme ça qu'ils m'ont dit, donc, avec la station d'épuration plutôt pour le dire en français correct. Et du coup tout le monde vient se ravitailler en eau ici. C'est d'ailleurs un business ultra rentable. Anaïs elle a déjà parlé avec des gens qui lui ont expliqué qu'ils faisaient des salaires supérieurs à ceux qu'ils auraient pu faire aux États-Unis pour un bel boulot. Et en fait ils ont un peu plus de 1000 litres, là ils ont des mètres cubes d'eau, voire un peu plus grands dans leur camionnette. Et ils viennent se remplir là au puits où on est, donc ils ont des pompes, le réservoir, et puis ils vont livrer chez les gens. Ça coûte 75 quetzals, ça veut, pour 1000 litres, ça veut dire quoi, à 10 € à peu près. Et le gars il peut faire 12, 13, 14, jusqu'à 18 trajets par jour. Et même plus, il a dit parfois, avec son véhicule en fonction d'où il doit livrer ici dans les environs. Regardez-moi ça. Ouais, on parle souvent de l'accès à l'eau et pour le moment je trouve que c'était toujours bien tiré, qu'on avait toujours vu que les gens malgré tout ils avaient des conditions avec de l'eau. Et là c'est vraiment la première fois où on est confronté à un manque d'eau et à des systèmes d'. En allant chercher les bidons maintenant, je parlais justement avec une des personnes qui se dit être la plus ancienne à faire ce business là, sans doute sa famille parce que lui paraît un peu jeune pour avoir fait ça depuis 25 ans. Il me disait que c'est minimum 20 trajets par jour à 75 quetzals, parfois plus. Il a déjà fait plus de 30 un jour, c'est énorme. Et il me disait qu'il était le premier à avoir fait ça, et puis quand les gens se sont rendus compte que ça rapportait, ils ont commencé à le faire. Donc il est plus tout seul, il a un peu de concurrence, mais malgré tout il tourne à plein régime. On a quitté Las Posas ce matin après une petite baignade, un remplissage encore en eau. On a encore fait quelques bidons ce matin. Du coup, ça nous a permis de remonter à 75%, ce qui nous laisse un peu tranquille. Et là, on se met en direction de Coban. Alors, ça va être une longue route. On en a pour 3-4 heures probablement. Donc voilà. On espère que la route va être bonne, qu'il n'y aura pas trop de trous et qu'on va pouvoir rouler. Et normalement sur place, je suis en contact avec Flore qu'on avait rencontré à El Remate et qu'on va peut-être pouvoir retrouver là-bas et passer un peu de temps avec elle, chez elle peut-être même, parquer devant chez elle. Je vais vérifier tout ça en route parce que quand on a le temps comme ça, je fais ça en chemin. Bon, on a loupé le buzz, on a été en panne 4 minutes. C'était pas suffisant pour vous faire une vidéo, on n'y a même pas pensé, on va d'abord essayer de voir ce qui se passait. Et ce sera pas suffisant pour faire une vidéo qui va rapporter 10 000 vues quoi. Merde, on a loupé le coche. Bon, l'histoire c'est qu'on conduisait sur cette route, je vous ai filmé juste avant. Et arrivé sur un tumulus comme ils disent ici, donc un casse-vitesse, et Jeff s'est juste arrêté, voilà. Donc plus d'électricité, Nico avait plus rien comme jus, voilà, plus de réponse, plus moyen de démarrer, plus rien. Du coup on a ouvert le capot, on a regardé, alors les batteries sont quand même très poussiéreuses, ça c'est clair. Nico a essayé de prendre la tension, il n'y avait pas vraiment de retour. Et bon finalement il a retapé sur les cosses pour les batteries et ça a redémarré. Donc voilà, on espère qu'on n'aura pas d'autres blagues aujourd'hui et qu'on va pouvoir faire notre journée de route parce qu'on a quand même une grosse journée de route. Il
faudra peut-être penser à nettoyer les batteries une fois qu'elles sont froides, mais là elles étaient tellement chaudes qu'elles faisaient fondre le truc, l'outil pour prendre la tension. Boss. C'est assez surprenant d'avoir son véhicule qui se coupe comme ça d'un coup en fait. Étonnant, et je crois que voilà, sur le coup ça fait très peur. On était en plus en haut d'une côte juste devant une école, donc on avait tous les enfants qui nous regardaient. Sinon voilà, je pense que c'est à cause des tumulus et tout ça et des bosses qu'on a pris ces derniers jours que les causes ont dû un peu se déplacer. On en a pris une salle tout à l'heure où j'ai pas bien freiné, où j'ai pas anticipé correctement. Et du coup, voilà, il y a une cause qui a dû un peu bouger. On a dû perdre le truc sur un freinage. Ça mériterait d'être débranché, nettoyé et remis. Pas pour aujourd'hui. Là, on roule. J'allais dire que je profitais d'être sur une ligne droite pour faire une vidéo et vous expliquer un peu, mais on est passé sur la deuxième partie de la route, qui est une route beaucoup plus étroite par rapport à ce qu'on avait avant. On croise plein de bus et on est sur des routes de montagne qui montent, qui descendent. Voilà, c'est assez angoissant, c'est assez stressant quand il n'y a pas de tumulus, de casse-vitesse. Il y a des trous dans la route qui fait qu'on rebondit à mort. Et c'est vraiment pas évident pour Nico, Nico gère. Mais voilà, on peut pas faire des miracles non plus, la route elle est comme elle est. Et les traversées des villages ne sont pas de tout repos non plus. Voilà, on vient de traverser Chizek. Il nous reste encore 74 km avant d'arriver à Koban. Ça monte. Allez Jeff. Allez Jeff. Heureusement à côté la vue est magnifique. Et c'est chaud aujourd'hui, franchement. Techniquement en concentration, ça fait partie des routes les plus dures. Hein. On avait fait des routes en Inde qui étaient compliquées, quelques-unes au Pakistan, mais elle rentre dans mon top 5, voire dans mon top 3 celle-ci aujourd'hui. On est arrivé à Koban. Ça a chauffé sec. Là, quand on est sorti du véhicule, on sentait bien les freins, donc les freins ont été bien sollicités. Faut dire que Koban est un peu en altitude parce qu'on a commencé à voir les premières plantations de café. Donc on est monté, descendu. J'ai essayé de faire au maximum pour utiliser le frein moteur de Jeff. En fait c'est compliqué parce que je dois faire attention à pas trop solliciter Jeff dans les montées, c'est-à-dire à prendre un peu d'élan quand il n'y a pas de casse-vitesse. Et puis après dans les descentes, le laisser respirer au niveau moteur. Mais utiliser le frein quand même, frein moteur, plus les freins, enfin c'est toute une gestion pas évidente d'un véhicule de 6 tonnes. On l'a fait, on y est, là on a été invité à manger par Floré, c'est ça? Flore, qui est une dame qu'on a rencontrée, elle Rématé, qui nous a dit ah si vous passez par Koban, eh ben, arrêtez-vous chez moi. Et nous voilà, elle n'est pas prête à nous voir débarquer tous les 5 chez elle, je crois. On est arrivé chez Flore et elle nous a fait une super bonne soupe, du coup je sais. Très chaude. Les enfants sont trop contents d'avoir une soupe. Alors évidemment c'est un peu chaud. Mais Oh là là. bon. Et c'est soupe de quoi? C'est un bouillon de poulet avec plein de légumes. Des trucs que je ne fais plus, regardez. Plein. Des patates, des haricots, des carottes. Et alors on met le riz avec dans la soupe. Il y a aussi du bouillon. 4h30 du matin, je suis réveillé parce qu'on est garé dans cette rue ici à Koban. On a passé l'après-midi hier chez une copine et là ce matin, enfin j'entendais du bruit, j'entendais le camping-car qui bouge. Le camping-car bouge beaucoup qu'on est dedans depuis qu'on a refait les suspensions, c'est un vrai problème. Et là je sentais que ça bougeait. Parfois c'est les enfants simplement quand ils se retournent dans le camping-car. Et puis en fait j'ai entendu un bruit, je me suis réveillé et il y avait la grande soute là sur le côté ici qui était légèrement ouverte. On a un système de fermeture où c'est un loquet.
et la porte de quai était ouverte et en fait quelqu'un essayait sans doute de nous prendre nos chaises ou je sais pas quoi. Voilà, je me suis réveillé, mais quand je me suis réveillé et que j'ai bougé, on a dit cette personne est partie. C'est la toute première fois que ça nous arrive depuis qu'on est en voyage que quelqu'un essaye de forcer le véhicule. Enfin ici c'est pas forcer le véhicule, c'est d'essayer de prendre dans les soutes. Ça me met un petit coup de froid comme ça, parce qu'il fait pas chaud. Mais c'est pas agréable comme sensation non plus. Bon, ça veut dire aussi qu'on va devoir changer de spot parce qu'on a été repéré. On a un autre spot ici dans la ville mais qui est payant. Mais si c'est pour être plus tranquille, vu qu'on pensait quand même rester 2-3 jours ici. Voilà. On se croirait pas en plein centre de Kobane. Après la mauvaise aventure de cette nuit, on a décidé de bouger. Alors pas seulement parce qu'ils ont essayé d'ouvrir la soute, mais aussi parce que chaque fois qu'il y avait des personnes qui passaient, déjà hier soir, ils nous demandaient de l'argent et encore ce matin, il y a encore eu 2 fois des personnes qui sont venues pour nous demander de l'argent. Donc c'était pas super agréable en fait de se retrouver dans cette rue là. Et là, Nico et moi, on est vraiment fatigués. Ça fait plusieurs jours qu'on se réveille à 4 h du matin. Alors au lac, c'est parce que il y avait la lumière, il y avait les bruits de la nature et c'était agréable. Là, ce matin, c'est un peu moins agréable et d'autant plus qu'on est fatigué. La route de hier nous a fatigués aussi. Et donc, on a décidé de bouger ici au parc Victoria. Au début, on hésitait un peu parce que c'est payant, qu'on n'aime pas d'avoir des spots payants. Mais c'est une réserve naturelle dans Kobane. Il y a des gens qui sont là pour vraiment prendre soin et en plus les gardes sont vraiment pas embêtants. Normalement on aurait dû payer 300 quetzals pour nous 5 et il a accepté de nous faire payer que 3 personnes plus le camping bien sûr, mais donc on arrive à 190 quetzals pour nous 5. Enfin, voilà, franchement cool quoi, et tout de suite il nous a dit oui je vais vous aider. D'abord il nous a super bien accueillis, il nous a tout de suite expliqué les promenades et là du coup je suis partie toute seule. Nico prenait son café, parlait avec les hommes qui sont là-bas qui sont en train de réparer les balançoires. C'est les personnes qui sont responsables de la maintenance du parc. Et moi j'en profite parce que les enfants sont occupés et donc je prends un petit moment de calme au bord de ce lac. J'ai déjà vu un oiseau dans la forêt que j'aurais sans doute jamais vu si les enfants étaient avec moi tellement ils auraient hurlé. Et là je suis au bord du lac et en fait il y a un crocodile. Et avec qui est-ce que je partage? Nous sommes dans le centre de Kobane et nous sommes au restaurant. Et oui, encore une séquence nourriture. Santé. Vous avez un churrasco, un poulet au barbecue, un filet de viande et un filet de poulet. Regardez comme il est pas content ce petit bonhomme avec son filet de poulet. On est à Kobane dans le parc Victoria où on a passé la nuit. Très bonne nuit, très calme, on se réveille au bruit des animaux. Mais surtout, vous voyez, je suis en pull, il fait très froid pour nous, c'est-à-dire il fait 24 degrés, on a sans doute eu moins que ça cette nuit. En voyage sur la route, ça fait depuis le mois d'octobre quand on était au Népal, et encore on était en sac à dos à ce moment-là, on n'a pas eu ça. C'est une drôle de sensation, sauf Esteban, tout le monde a mis un pull. Le frigo commence à être vachement froid. On sait qu'ici on a cette température là parce qu'on est dans les collines, dans les hauteurs, mais une fois qu'on va redescendre on aura de nouveau un peu plus chaud. Mais voilà, je voulais partager ce moment frisqué avec vous de grand matin. Suite à la tentative d'intrusion dans la soute qui est là, on a changé les 2 serrures. En fait, il n'y en avait qu'une des 2 qui était une serrure. Là, on a mis une 2e serrure. Et on a changé l'autre parce qu'elle était un peu, elle avait un peu de jeu. On a aussi renforcé la soute là où elle s'est cassée. Là, j'ai mis un coin de l'autre côté. Là, voilà. Donc, des petits travaux qu'on profite de faire tant qu'on est ici. Il faut faire ça, faut faire attention. On se rend compte en fait comme on a eu de la chance très longtemps de voyager sans se tracasser tant que ça pour notre sécurité. C'est la première fois qu'il y avait une tentative d'intrusion, enfin en tout cas qu'on remarque. Danger, il faut qu'on essaie de nous voler quelque chose.
Ça fait déjà assez longtemps qu'on voyage pour que ça arrive. On en connaît à qui c'est arrivé leur premier week-end en camping-car. Vous voyez, nous on a eu beaucoup de chance. On a essayé de pas, on tourne la page assez rapidement. On prend juste quelques mesures supplémentaires, c'est un peu comme ça. Et puis comme on avait eu l'attaque à l'époque en Iran, où les gens étaient venus nous jeter des pierres, ici juste après on s'est venu se mettre sur un parking sécurisé et qu'on paye malheureusement, mais bon, ça c'est comme ça. Et comme ça nous permet aussi d'avoir une certaine tranquillité d'esprit, de se reposer et puis de réattaquer la suite du voyage en laissant cet épisode le plus loin derrière nous. On est dans un bus bondé. Encore une autre expérience, on a pris le bus local pour se rendre jusqu'à la finca de café. Et franchement, quelle aventure! On était remplis là-dedans. Et quand on pense qu'on est full, ils arrivent encore à en entasser. Donc, pour les enfants, c'était pas très drôle. Surtout que, de manière pas très maligne, enfin non, on n'a pas vraiment eu le choix en fait. On était près de la porte d'entrée, donc à chaque fois que quelqu'un doit sortir, tout le monde se comprime à cet endroit-là pour laisser la place à l'autre personne de sortir. Et chaque fois que quelqu'un rentre, même chose. Du coup, à chaque arrêt, comprimé, hop, ça relâche, comprimé. Voilà. Donc on est arrivé à la finca de café, donc on va aller voir ici comment le café est cultivé, puis après ensuite séché, préparé, torréfié. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on met la partie plate là vers le bas pour la planter. Regardez là, vous allez pouvoir la planter. Ah, moi j'ai enlevé. Et donc le café est arrivé ici au Guatemala par les Espagnols quand il y a eu la conquête espagnole du continent américain. Je lui ai demandé pourquoi il y avait des plants de bananes au milieu des plants de café. Et donc l'idée c'est d'avoir les grains de café, ils ont besoin d'avoir 50% de soleil et 50% d'ombre. Et donc grâce aux arbres qu'ils ont plantés tout autour, ils créent l'ombre. Et par ailleurs, ces plantes-là, elles ont aussi, grâce à leurs racines, elles apportent de l'eau de manière constante aux plantes de café aussi. Ils complètent leur plantation de café par des plantations de cardamone. Et ici, on a le fruit de la cardamone en dessous. Ça, c'était quand ils l'ont cueilli. Et puis après, ils font 3 processus différents. ¿Cuál? Este es el lavado, el honey, el natural. Donc ça, c'est quand ils le font laver, là avec du miel, et là naturel. Donc ça, ils le font sécher, comme ça, sans rien dessus. Je me réveillerai déjà à minuit comme ça. C'est très doux. Bon alors après moi je prends mon café avec du sucre et du lait alors. Donc ici on est à la coopérative Chicor comme ils disent. C'est une coopérative qui a été créée sur base de, après la Grande Guerre. C'était 21 hommes qui se sont rassemblés ensemble pour récupérer leurs terres. Et comme ils devaient payer des taxes au gouvernement pour leurs terres, ils ont décidé de créer une coopérative. Ils sont maintenant 480 et cette coopérative de café permet à toute la communauté de vivre. Ils vendent et principalement en fait ils exportent leur café puisqu'on est sur une proportion de 1% qui reste au Guatemala et 99% qui est exporté, que ce soit en Europe, en Asie, ils exportent en Chine, au Japon et même en Inde alors que on produit aussi là-bas. Si ça c'est pas de la chance, on a tenté le stop, nos enfants commencent à eux-mêmes demander de faire du stop. Et en plus, une gentille madame qui apprenait à conduire à sa fille, qui nous a déposé juste devant le parc. Donc maintenant on paye notre deuxième nuit et on rentre, vite avant qu'il pleuve.